Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu les indices étrangers. L'indice français évidemment avec le CAC 40 et puis quelques niveaux pivots aussi à surveiller sur des actions sur lesquelles on peut rentrer. Ça peut être intéressant et puis aussi un suivi des actions qu'on a en portefeuille après celle du CAC pour voir un peu la tendance et généralement la vie d'une action. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le Nikkei, hein, on en avait parlé dernièrement, donc le marché japonais qui est toujours très fort, très haut, il fait un nouveau plus haut encore cette nuit. On a la confirmation de la bonne santé de l'indice japonais. Et ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est l'indice chinois, parce que c'est un des deux gros avec les États-Unis. Et il est un peu en stand-by, hein, il est un peu en train de dormir depuis quelques temps. Alors on a eu quelques chiffres cette nuit. On va regarder déjà l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, ça permet de mesurer l'inflation et on voit que la Chine, depuis quelques mois, hein, étant des inflations, on a des prix par rapport à l'année dernière, là c'est des prix par rapport au même mois de l'année dernière. Donc là, on a janvier 2024, mais on l'a pas encore. C'est sur le mois de décembre ici où on est en négatif. Moins, je regarde mes feuilles, moins 0,3. On a donc sur le mois de décembre de 2024 une baisse de l'inflation, une déflation même de 0,3%, donc confirmation aussi sur le marché chinois, hein. On a déjà une économie qui a été beaucoup moins impactée par l'inflation que les États-Unis ou l'Europe, mais elle est toujours en mode ralentissement. Alors on va voir avec les chiffres importation-exportation notamment, que ça commence là aussi à aller un petit peu mieux. Alors c'est pas terrible, on en attendait peut-être un peu trop, hein, du marché chinois. On sait aussi qu'il y a eu, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, hein, qui ont été rallongés, hein, par l'après-Covid notamment, où beaucoup d'entreprises n'ont pas pu se fournir à cause de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement. On a essayé de baisser un peu les distances, de casser les distances et de pas toujours se fournir déjà chez un ou quelques fournisseurs seulement, mais d'avoir beaucoup plus de fournisseurs et d'avoir des fournisseurs beaucoup plus près en termes géographiques. Donc si vous êtes français, aller chercher par exemple en Chine, c'est peut-être un peu loin. Il faut essayer de construire chez soi ou d'acheter chez le voisin plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète, parce que quand il y a des soucis, vous n'avez plus la possibilité d'avoir ces biens, d'importer, et donc après vous êtes aussi bloqué pour la production, et donc ça a créé beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça qu'on voit un peu partout, hein, dans tous les pays d'Europe et du monde, une tentative de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement. Et comme la Chine était un peu le fabricant du monde, ils sont forcément un peu plus touchés par ce phénomène que les autres pays, parce que ils vont perdre un peu plus que les autres, étant le leader un peu des exportations dans le monde. Donc là, on a les importations, et on le voit, on est revenu alors sur les importations très légèrement positif. On est à 0,2, hein, c'est à peine positif aussi par rapport à l'année dernière. Alors le petit point négatif, c'est que l'année dernière, à la même époque, on n'était pas déjà sur des chiffres exceptionnels, mais on voit quand même que par rapport à ce qu'on a fait toute l'année 2023, où on a eu des chiffres assez mauvais, où on était en négatif tout le temps, on le voit depuis quelques temps, là, depuis 2 3 mois, avoir des chiffres un peu meilleurs. Ça, c'est sur l'importation. Et donc l'exportation, bah, c'est la même chose. On le voit, hein, que cette année 2021-2022 qui était plutôt faste, et puis 2023 compliqué, hein, sur la Chine. Et là, depuis 2 mois, on retrouve des données un peu plus positives, donc plus 2,3, hein, sur le mois de décembre par rapport au mois de décembre de l'année dernière. Donc on voit quand même une belle amélioration sur le marché chinois. Il en faudra encore plus, hein, multiplier les volumes, réveiller un peu l'économie.
On va juste le regarder rapidement ici avec le Dow Jones Shanghai. On est toujours sur les plus bas, hein. Alors un petit rebond aujourd'hui, mais on voit qu'on est toujours sur les plus bas. Et il va falloir un peu capitaliser là-dessus et puis remonter. Donc ça va encore prendre certainement quelques jours ou quelques semaines pour avoir la confirmation que le marché chinois va mieux. Pour l'instant, on est un peu dans l'attente avec ces chiffres-là. C'est pas forcément le déclic, mais ça peut être le début déjà de l'arrêt de la chute, hein, des marchés asiatiques et chinois notamment. Et enfin, le CSI 300, c'est pareil. On est sur les niveaux légèrement plus bas, ici, au même point que fin décembre. Donc le but, ça va être de stopper la chute et puis d'avoir un début de rebond en ce début janvier. Allez, on regarde les indices étrangers euh, et, et français. Ça va plutôt bien, hein, sur les US. On va regarder le Nasdaq. Le Nasdaq est à 0,15. Toujours proche de ses plus hauts. On va regarder plutôt les actions, hein, que l'indice lui-même. Et puis le CAC 40. Le CAC 40 qui fait une belle réaction aujourd'hui, hein, plus 1,05. Et c'est toujours la même chose, les 7384, qui sont vraiment un support très, très important, support majeur, c'est celui-là, on en parle à chaque fois, hein, de début janvier 2022, qui est en train de faire son office et qui permet petit à petit, on le voit, au CAC 40, d'opérer un peu une rotation, d'opérer une consolidation. Et finalement, on se maintient sur ces niveaux-là, donc plutôt fort. Alors on ira peut-être, hein, dans l'excès ou assez rapidement un peu plus bas, peut-être pour taper les 7300, mais le fait quand même de revenir une première fois ici sur les 7004 et d'y rester relativement longtemps, hein, parce qu'on l'a touché ici, c'était le 3 janvier, on est le 12. C'est quand même plus que probant et plus que résilient en termes de support. Ça ne veut pas dire qu'évidemment qu'il va jamais lâcher. La consolidation n'est pas terminée, mais on est plutôt confiant pour la suite, malgré le luxe qui va pas très bien. Et on va le voir justement sur le CAC 40. Alors avant de faire les variations, on rappelle, hein, que le luxe, c'est notamment LVMH, Hermès, il y a Total aussi qui est très fort, L'Oréal. Le luxe qui est un peu super pondéré sur le CAC et qui influe énormément l'indice français. On a eu des variations moyennes. Alors sur LVMH notamment, on perd 0,3%. On fait une mèche basse et on fait une mèche basse où? Ici, sur les 651. Pourquoi j'avais mis celui-là? Parce qu'il y avait ici un gros chandelier, hein, le 10 novembre 2022, et ça passe à la moitié du chandelier, hein. Vous savez, la moitié des gros chandeliers, qui soient vert ou rouge, c'est souvent des zones intéressantes sur lesquelles le marché va rebondir ou buter. Et là, on en a la confirmation. Pourquoi? Parce qu'on avait eu déjà cette zone-là au mois d'octobre. Donc on le voit ici, hein, la moitié du chandelier, le rebond ici au mois d'octobre. Et là, on mèche dessus et on revient. Mais on est toujours en phase de correction sur LVMH. Moi, j'avais même anticipé quoi, éventuellement une épaule tête-épaule, c'est-à-dire la première épaule ici, la tête ici, et peut-être la deuxième épaule. Alors, c'est pas complètement fini, on peut éventuellement faire la deuxième épaule, mais ça veut dire quoi? Que si on casse un peu la ligne de coup, qui est ici, hein, sur les 673 environ, on serait dans le négatif. Le problème, c'est qu'on l'a déjà cassé, la ligne de coup, donc c'est pas terrible pour LVMH. Cela dit, pour de l'investissement plutôt long terme, si on croit en la valeur, c'est des niveaux excellents, hein. Maintenant, pour du trading et pour du swing, c'est pas forcément le meilleur moment. On attendra la fin de la chute et puis surtout un meilleur moment, parce que là, on va peut-être même aller sous les 30 au niveau RSI. On peut éventuellement, hop, voir une petite oblique comme ça. Et ça nous donnera ici cette phase de travail sur LVMH. Et si enfin on casse vers le haut, on pourrait être un peu plus positif. Donc il y a plusieurs visions, hein. Comme d'habitude, il y en a pas de meilleur que d'autres. Vous pouvez avoir une vision long terme et vous dire qu'ici on est sur des niveaux quand même plutôt intéressants et investir pour dans 6 mois, un an, etc. Ou alors avoir une vision court terme, attendre qu'on ait le travail ici et le sens, parce que éventuellement on peut aller taper vers le bas et puis revenir sur les ici, hein, les 580.
Auquel cas là, ce sera probablement encore plus intéressant. Toujours à vérifier avec les conditions de marché du moment. Et sinon, hein, si on sort de cette phase un peu ici de congestion vers le haut, alors ça ne sera pas encore gagné, hein, mais on aura déjà peut-être une première tentative, et puis surtout une séquence haussière duquel on pourra partir en mettant des stops assez serrés si le cours repart à la baisse. Donc c'est ça aussi, c'est chercher des points d'entrée intéressants qui nous permettent d'avoir une certaine marge de manœuvre. On a Kering aussi qui fait moins 20. C'est un peu plus moche Kering, on le voit, hein, le support ici des 384, bien lâché. On va zoomer. On l'avait frôlé ici, lâché pendant une journée, mais on était revenu. Et puis là, c'est pareil, on le recasse bien franchement. Il y a le support ici des 324 qui peut être intéressant. C'était le plus bas de 2018 qu'on a frôlé ici sur le plus bas Covid. Alors le plus bas Covid, on n'a pas enfoncé les 324, on était juste au-dessus. Et puis bah finalement on n'en est pas si loin maintenant. Et puis on le voit, hein, Kering, on va peut-être travailler toute cette zone-là. Et il n'y a toujours pas de point d'entrée plutôt intéressant, hein, parce elle fait que descendre. Les grosses variations, bah, téléperformance, hein, moi je suis rentré dessus, j'espère que vous avez fait pareil récemment. J'ai expliqué pourquoi cette semaine, et là on a la confirmation. Alors ça va peut-être encore travailler, mais jour après jour, elle donne quand même des signaux quand même de force assez intéressantes, et les performances. Capgemini, alors moi Capgemini, je l'attendais peut-être un peu plus bas pour recharger, elle a rebondi déjà une fois. On verra, hein, parce que la consolidation n'est pas forcément terminée maintenant. Il y aura peut-être toujours ce travail ici, et puis un retour. Moi j'aimerais bien un retour sur les 175. Mais pareil, pour du moyen long terme, Capgemini, c'est probablement très intéressant. Maintenant, chercher une porte d'entrée court terme, ça méritera encore quelques journées, je pense. Et maintenant, c'est pas forcément le mieux. Ça, on va en parler après. Et Renault qui déçoit un peu, hein, moins de 9. Elle avait fait une première tentative de sortie. Malheureusement, elle réintègre un petit peu. Sur Renault, on peut voir aussi comme sur LVMH, mais à l'inverse, hein, une épaule tête-épaule, avec la ligne de coup sur les 39,5. Et si on y revient, ça pourrait être intéressant. Donc ce qu'elle nous ferait, Renault, c'est ça. Hop. Et c'est acheté par ici, hein, sur les 39. Donc tant qu'on reste un peu même dans cette figure, hein, on le voit entre l'oblique rouge ici qui descend et l'oblique verte fixe, on est plutôt dans une tendance de construction. Il nous faudra casser un peu fortement quelque chose. On avait eu déjà une première tentative ici, on va le mettre, hop, ici, qui s'est soldé par un faux départ. On pourra en avoir éventuellement un deuxième, peut-être là au mois de février. Ce sera à surveiller. Et puis le scénario négatif, bah, ce sera ici un retour sur support et, euh, et une cassure du support hop, à la baisse. Donc là, on aura le négatif. Donc c'est ça aussi, c'est attendre les points d'entrée, les moments clés sur une action et se positionner, parce que l'analyse technique, ça permet pas de deviner ce qui va se passer, mais surtout d'agir quand ça se passe. Donc c'est-à-dire que quand on arrive sur des niveaux clés et qu'on a des confirmations, hein, des cassures un peu à la hausse ou à la baisse après des belles figures, ça nous donne quand même de très grandes probabilités d'avoir un scénario avec plusieurs semaines continues dans le même sens, c'est-à-dire ici une séquence à la hausse et ici une séquence à la baisse. Allez, on regarde les actions du portefeuille. Il y en a eu pas mal d'intéressantes aujourd'hui. On va commencer par Airbus 3.7. On avait parlé avec notamment le problème, hein, sur Boeing. C'était quasiment évident que Airbus allait quand même en profiter. Il y a des commandes qui vont tomber certainement. Donc c'était déjà haussier, hein, sur Airbus. Et Airbus qui va profiter en plus des déboires de son concurrent. Donc oui, toujours dans un trend très positif. Aujourd'hui, on prend plus de 3%. On avait parlé, hein, des 150, on en est à 149,20, donc bientôt l'objectif atteint.
Et puis peut-être bien plus, parce que cet événement avec Boeing va certainement un peu doper les ventes, même si les volumes, hein, ces derniers jours étaient pas terribles. Aujourd'hui, on a des volumes un peu plus intéressants, mais on est vendredi. On sait que le vendredi, c'est toujours un peu plus fort. En tout cas, toujours extrêmement positif sur Airbus à moyen terme. Alors Atos, malheureusement, j'ai été un peu trop prudent, hein. Je vous montre tout ce qui marche et ce qui marche pas aussi. Alors là, pour le coup, l'analyse était bonne, hein, le short sur Atos, mais je suis parti un peu tôt, hein. C'est le jeu. Des fois, ça évite des mauvaises surprises. Et puis des fois, on s'en mord un peu les doigts. Donc là, c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, elle perd 14%. C'était parti juste avant, hein, les pieds sur les 5-8 environ. Elle est tombée à 4,8 aujourd'hui. Donc à Atos, il y a pas mal de shorts aussi dessus, hein, plus de 10% du capital qui est shorté. On attend aussi cette vente, hein, des Viden sur la cybersécurité notamment, qui devrait rapporter pas mal et sauver un peu le cours d'Atos. Mais tant qu'il n'aura pas lieu, le cours va descendre. Le problème, c'est qu'on peut difficilement anticiper quand est-ce que va avoir lieu cette vente, cette annonce. Et au moment où ça va être annoncé, ça va pumper vers le haut. En tout cas, pendant ce temps-là, le cours risque de se dégrader continuellement vers le bas. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui. Donc on a la confirmation sur Atos, toujours très bas. Euh, Quelles actions acheter? Par exemple, Avancium, hein, si vous cherchez des actions sur lesquelles se mettre en ce moment, et des portes d'entrée plutôt intéressantes. Avancium, on en avait parlé, on avait fait le petit dessin ici avec un premier scénario. Alors ça, c'était scénario numéro 1, il y en a plusieurs, hein, avec plusieurs points de rebond éventuels. On va regarder ici la MACD, euh, quasiment plus d'histo rouge, presque une inversion de tendance. On va attendre quoi? Le dernier déclic avec le vert, hein, qui devrait déclencher la poussée vers Avancium, vers le haut. Alors ce qui est très positif, c'est qu'on a toute cette phase d'accumulation ici au-dessus de plein de moyennes, et surtout la moyenne à 200, hein, c'est les petits pointillés roses. Donc ça, c'est très fort. On a cette phase de consolidation qui arrive a priori à son terme. Alors, on pourra avoir peut-être une dernière conso ici. On va le mettre avec le stylo. Hop. On pourra avoir peut-être une dernière zone de conso ici, hein, sur les 3,35 avant de repartir. Ou alors repartir dès maintenant. Et puis ce travail sur l'oblique qui va peut-être lâcher dès la première fois, ou alors encore un peu de congestion et puis le réattaquer. Mais en tout cas, ici, pour du moyen terme, c'est pour être intéressant. Et puis pour du court terme, si on vient casser directement, oui, on surveille sur tout ça, hein, ces indicateurs-là qui sont intéressants, l'inversion de tendance niveau MACD. Au RSI, on est à 46, donc toujours en territoire négatif. Le jour où on passe au-dessus des 50 aussi, et couplé à une inversion de tendance niveau MACD, ce sera intéressant, je pense. Biomérieux, c'est pareil, c'est probablement une action à acheter maintenant, hein, si vous cherchez des actions sur lesquelles vous mettre. On a ici ce canal baissier, hein, sur Biomérieux, entre cette oblique rouge là, hop, qui descend, et celle-là, elles sont parallèles. Ça nous donne le cours, hein, le cours qui est enfermé entre les deux. Et puis enfin, ici, on est venu le sortir. C'était fin novembre. On réintègre un peu, mais on ressort, on accumule au-dessus. On est en phase de consolidation, on le voit, hein, sur la MACD, et consolidation à plat, c'est-à-dire que le prix ne descend pas, on reste sur les mêmes niveaux de prix, environ 100 euros. Pour moi, ça vaut le coup d'acheter, hein, Biomérieux. L'objectif, ça va être quoi? D'aller taper la résistance ici sur les 107, et puis peut-être de continuer le mouvement, mais on se dirige a priori vers un retournement à la hausse, hein, moyen long terme sur Biomérieux. Donc c'est probablement aussi une belle action sur laquelle se mettre. Alors Karma, mauvaise nouvelle, hein, Karma, si on est en mode investissement et très long terme, ça change rien. Il faudra même peut-être participer à l'opération qui va être faite ces prochains jours. Dans une optique plutôt court terme où on jouait la spéculation, c'est un peu raté. Pourquoi? Parce que Karma, elle a annoncé qu'elle allait émettre notamment, alors je fais simple, hein, en gros c'était de la dette qu'elle va financer avec l'émission de nouvelles actions, parce qu'elle a un problème de trésorerie, elle n'a pas assez de cash pour se développer. Le souci, c'est que cette augmentation, hein, d'actions, ça va avoir un effet dilutif très important. Alors il va y avoir au moins une fois
ce phénomène et peut-être deux. Donc au cours du premier trimestre, on pourra avoir une dilution de probablement 10 ou 20%, même peut-être plus. Donc ça, c'est jamais bon, ça fait un peu peur à tout le monde. Et puis on a un gap ici qui va peut-être être comblé, hein. Les 3,97. Je pense que c'est ça que va faire Karma, malheureusement, à court terme. On va faire ça, on va combler le gap, et puis peut-être que si l'opération se passe bien, on pourra enfin construire. Mais ça nous mettra, alors là je l'ai fait fin février, mais ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps, hein, peut-être à la fin du premier trimestre, on verra, avant un début et puis enfin le lancement de la production sur Karma. Donc on en attendait un peu mieux, hein. Le problème de trésorerie sur Karma était un peu... c'est un peu une des mauvaises nouvelles du jour. DBV, alors moi je suis toujours dessus, hein. On a eu cette belle cassure, le breakout, elle est en phase de pullback. Il n'y a pas de signal négatif, on attend la fin d'accumulation et puis la deuxième séquence plutôt sur DBV Technologies. C'est toujours en cours, il n'y a rien à faire. Alors DocuSign, là c'est vraiment une des... Ah, et on peut s'en mordre les doigts, moi notamment, parce que je voulais rentrer dessus aujourd'hui. J'en avais parlé, hein, hier, j'avais fait une vidéo et puis je m'étais attardé assez longuement dessus sur DocuSign. Et puis quelques minutes, hein, après la vidéo, sur la fin de journée aux États-Unis, il y a eu une annonce comme quoi DocuSign intéressait beaucoup. Alors il y a deux sociétés qui veulent a priori la racheter carrément. Donc ça fait un peu bondir le prix. Vous pouvez regarder, hein, dans la vidéo, quand je vous en parlais, on était ici, autour des 56. On va regarder ce qui s'est passé en minutes. Voilà. Donc on devait être par là, hein, 56, 57 durant la journée. Et puis ici, c'était dans la dernière heure à peu près, hein, c'est 15h, 15h30. Ça doit être aux États-Unis. Donc 16h, 15h30 aux États-Unis, non, c'est même une demi-heure avant parce qu'ils finissent à 16h aux États-Unis. Donc ça devait être vers 21h30 en France. On a eu cette explosion, hein, avec l'annonce. Forcément, beaucoup de gens se mettent dessus. Regardez les volumes, ils n'ont rien à voir avec ce qui était avant. Le cours explose et puis là, on a la confirmation, hein, ça continue. Ça continue sur DocuSign. Donc ça vaut toujours le coup. On a perdu quand même une grosse partie, hein, parce que on pouvait se mettre dessus sur les 56. Là, moi je suis rentré dessus en début de journée ici autour des 62. C'est sûr que je ferais pas la même culbute que si j'étais rentré hier soir. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Maintenant, on attend d'autres nouvelles, hein, éventuellement peut-être sur le rachat de DocuSign, peut-être un retrait de la cote aussi, ça peut être intéressant. Sinon, j'en avais parlé, hein, même si ça se fait pas, elle a des fondamentaux qui sont intéressants et qui lui permettront de se développer quoi qu'il arrive. Donc DocuSign toujours favorable. ESSO aussi, ça peut être intéressant, hein, d'acheter ESSO. Pourquoi? On l'avait déjà joué ici, hein, si vous vous souvenez, au mois d'août, on avait fait une partie de la montée. Ensuite, on a eu la phase de consolidation. Et regardez où est-ce qu'elle consolide. Ici, double zone, le support à 51,10, qui a été souvent bien marqué, hein, notamment au mois d'août, mais même avant. Elle rebondit dessus au mois de décembre. Et elle rebondit aussi sur la moyenne à 200. Donc elle continue d'évoluer au-dessus de la moyenne à 200. Ensuite, elle casse sa phase de congestion. Elle met un plus haut ici. Là, c'est important pour la suite, hein, notamment ce plus haut là. Ça validera aussi une nouvelle séquence le jour où on viendra le casser. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On en est sur le pullback. Le pullback, au même endroit, sur le support, sur la moyenne à 200. C'est maintenant qu'il faut investir. Parce que si on casse cette zone-là, hein, si on revient sur les 50, ce sera perdu. Donc on a un ratio gain-risque assez intéressant. Parce que on peut perdre quoi, aller 2-3%. Et si ça se passe mal, on quitte la position. Par contre, si on a le début de la séquence haussière, hein, on pourra aller taper au moins les 8% et plus, hein, parce que ça sera le premier objectif, les 57, sur SO qui est orienté plutôt favorablement. Donc voilà aussi une des actions sur lesquelles on peut se placer. Française de l'énergie, il n'y a rien à faire, on est toujours dessus, elle est en phase de consolidation aussi, elle consolide plutôt à plat.
toujours très fort hein, sur le gaz de mine notamment. On visera beaucoup plus haut hein, sur la FDE. On reste dessus, toujours actionnaire. Et on va attendre qu'elle fasse des petits un peu plus haut. Notamment GTT, c'est pareil, hein, l'objectif il est au-dessus du plus haut historique sur GTT. Le plus haut, c'est lequel? C'est les 132. On s'en rapproche, on est à 130 sur GTT. Alors sur GTT, on peut même être plutôt long terme, hein. On verra à la sortie de l'hiver où on en sera. Mais le long terme s'entend aussi sur GTT. Alors peut-être que moi je partirai un peu plus tôt, mais c'est une valeur qui a quand même un leader de secteur et une position assez dominante qui lui permet, un peu comme les actions du Nasdaq, hein, les gros qu'on rappelle souvent, qui sont leaders de secteur, qui sont tellement forts qu'ils accaparent un peu tous les gros marchés. GTT, c'est pareil. C'est un leader dans le transport maritime notamment, et puis le transport de gaz naturel liquéfié. Elle va faire une belle année 2024. Alors Calray, pas terrible Calray, mais je suis pas plus inquiet que ça. Alors on prend une grosse claque, hein, on prend plus de 8% de perte. On le voit ici, on cotait sur les 20,20 €. On ouvre autour des 18,8. On descend jusqu'à 17,5 et on a quand même une mèche basse. Ça c'est intéressant parce que c'est racheté en cours de séance. Pourquoi? Parce qu'elle a raté son objectif hein, de chiffre d'affaires notamment. On tablait sur environ 30 millions, je crois, et on était autour des 25 millions parce qu'il y a un décalage sur un contrat avec Dell d'environ 3 millions notamment qui sera compté pour le prochain trimestre, donc qui va pas rentrer dans la fin 2023, mais qui sera en début 2024. Ça, c'est une partie de l'explication. La deuxième, c'est que Calray, c'est pour moi toujours en tant que semi-conducteur, un marché énorme avec l'intelligence artificielle. Et elle devrait avoir une belle année 2024 aussi. Et la troisième raison pour laquelle on peut être positif, c'est cette mèche basse. On voit que le marché a jugé quand même que sur ces niveaux-là, même avec la mauvaise nouvelle, hein, c'était probablement un peu survendu. Et c'était peut-être un excès, et on le voit, on m'échoue sur les plus bas ici du mois d'octobre et c'est racheté plus haut. Alors ça va quand même mettre du temps, malheureusement, je pense que ça va pas repartir en V, hein. On va travailler un peu cette zone-là, mais je pense que dans quelques semaines ou en février-mars, on sera certainement un peu plus haut quand même sur Calray, parce que les fondamentaux hein, sont plutôt bons, et puis les perspectives aussi. Elle a quand même fait un chiffre d'affaires multiplié par 1,5 par rapport à l'année dernière, donc c'est pas négligeable. Moderna, elle bute un peu ici sur sa moyenne à 200. On peut alléger éventuellement un petit peu hein, sur le titre. Elle risque peut-être de revenir ici sur ces zones support autour des 95. Et auquel cas, on reviendra éventuellement dessus hein, pour en mode un peu trading. Maintenant, si on veut rester dessus, c'est toujours plutôt intéressant à long terme. Mais à court terme, hein, alléger, c'est plutôt intéressant. Et puis la retrouver peut-être un peu plus tard, parce qu'on voit qu'on commence à monter assez haut au niveau des indicateurs, notamment de la MACD. Ça vaut le coup peut-être d'alléger, de vendre et puis d'attendre un retour hein, de la MACD en territoire négatif et puis un début de rebond qui nous amènera peut-être ici sur les 95-97. On verra. Ah oui, Neoen, je voulais la faire hier, j'ai oublié. Intéressant, Neoen. Alors, on est toujours très positif, hein. Pourquoi? Alors là, c'est la vision un peu court terme, moyen terme, et si on se met en long terme, en hebdomadaire, hop, on le voit, cet oblique-là a été cassé ici en décembre. Et depuis, on reste au-dessus. Donc on a continué un peu le breakout. Cassure de l'oblique. Là, on fait le pullback. On reste quand même au-dessus de l'oblique. Donc ça, c'est pas mal. Et on va se remettre en journalier. En journalier, donc on a cette belle poussée, la cassure de l'oblique. Hop, on a réintégré. Et on a fait un gap. Regardez ce qui s'est passé entre le 13 décembre et le 14 décembre. Il y avait un gap. Et le gap, il est comblé depuis 2-3 jours. Là. Donc on va l'effacer. Il n'y a plus de gap.
C'est intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être accumuler ici. C'est au niveau de la moyenne à 200, c'est au niveau de l'ancien gap, hein, les 27,32. Et puis surtout, toujours au-dessus de cette oblique rouge, là, cette oblique long terme qu'on a réussi à casser, qui devrait nous permettre de lancer une grande séquence un peu long terme. Après ces mois, voire ces années de tergiversation un peu sur Neoen, le secteur énergétique est toujours intéressant, hein, pour 2024. On sait qu'il y a beaucoup de tensions un peu partout, et même avec un ralentissement, notamment sur les énergies renouvelables, hein, qui sont en plein boom. Et Neoen en fait partie, elle devrait tirer son épingle du jeu. Opéra, c'est un peu décevant, mais il y a des pourcentages intéressants, parce qu'elle est un peu volatile. Alors pour l'instant, elle est en phase de correction, mais on n'est pas plutôt plus inquiet que ça non plus. On a toujours des volumes intéressants. Elle a donné du dividende récemment, et on a aussi notre moyenne la plus longue, hein, celle à 200. Alors on évolue en dessous, mais elle est toujours haussière. C'est-à-dire que si on arrive à revenir la tester et la casser, généralement, quand on casse comme ça une moyenne à 200 qui est haussière, c'est un peu un effet, un double effet avec les cours qui montent assez rapidement et assez fortement. Donc là, on se maintient toujours sur ces niveaux-là, hein, sur des supports intermédiaires. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire sur Opera, qui est toujours aussi plutôt intéressant avec ce qui se passe, hein, sur l'IA, ce qu'elle propose en informatique, et puis avec les différents accords qu'elle a passés, notamment, je crois, avec Qualcomm et Google. Ça vaut le coup de rester sur ce genre de valeur. Plasticomium, on peut le faire rapidement, toujours en attente aussi, hein, c'est comme, on l'a fait tout à l'heure. Ah, j'ai oublié, c'est pas grave. Euh, c'est comme Ipsen. On a cassé ici l'oblique de résistance baissière. On a signifié aussi une zone ici sur le plus bas Covid. C'était les 10,99, donc les 11, on va dire, hein, qui ont bien servi ici. On a bien accumulé au-dessus des 11 à la fin de l'année dernière. On y revient un petit peu, donc c'est un, un niveau sur lequel on reste longtemps, mais qui va permettre un peu à toutes les moyennes de retomber. On reste quand même plutôt favorable aussi sur Plasticomium, à vérifier avec le marché de l'auto, hein, mais on le sait, le marché de l'auto a besoin de se renouveler, notamment avec tout ce qui est véhicule électrique. Et Plasticomium fait partie quand même des équipementiers auto assez bien placés. Donc on a eu cette grosse correction, hein, de 50% en 3 mois et 2 jours, un peu trop importante à mon goût. C'est pour ça qu'on peut jouer, à mon avis, un début de rebond ces prochaines semaines. En rallye, il y a eu un accord, hein, sur la restructuration, notamment sur les, euh, les intermarchés, supermarchés, casinos. Il va y avoir aussi pas, quelques licenciements, je pense, mais bon, on essaye un peu de sauver les meubles. Pour l'instant, ça monte un peu. Moi, j'espérais beaucoup plus, hein, sur ce genre de dossier. C'est assez spéculatif, donc on cherche des gros booms. Pour l'instant, il n'y a pas de gros boom, il y a un petit boom, avec des petits volumes. On continue de monter. On verra ces prochains jours. Ça reste moyen pour le moment. Et puis si on arrive à dépasser les 0,2, les 0,3, on verra éventuellement. Mais pour l'instant, il nous faut des grosses journées un peu fortes. Là c'est pas ce qu'on a. On finit même avec un chandelier rouge, même si on est plus de pourcents. C'est pas extrêmement rassurant. Rheinmetall, rien à dire, c'est pareil, c'est comme GTT, c'est comme laquelle on parlait avant. C'est comme un peu la Française de l'énergie. C'est des fondamentaux très forts. C'est une année 2024 a priori intéressante. C'est comme Airbus. Euh, on va aller certainement aussi plus haut tant qu'on n'a pas de signal négatif sur Rheinmetall. Rheinmetall, c'est l'armement, extrêmement positif. On a eu cette grosse période d'accumulation, et généralement, hein, ça dure quasiment 6 mois, même plus, hein, le mois d'avril. Donc quand ça dure comme ça et puis qu'on arrive enfin à casser, on peut avoir une zone intéressante, parce qu'on va avoir
comme ça une progression rapide en termes de temps, parce que si vous investissez là, alors c'est pas mauvais, mais seulement vous allez passer 6 mois à rien faire, alors que quand on casse enfin cette zone-là, on va avoir des semaines un peu plus intéressantes et ça va réduire le temps dans lequel le marché et le cours va évoluer. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'investir après cette grosse période de temporisation. Ruby toujours positif, hein, on en avait parlé ici autour du 14 novembre. Moi j'étais rentré évidemment, l'objectif il est toujours le même, d'aller chercher les 25 assez prochainement. Et oui, je me déferle aussi le gaz. Avec le gaz hein, naturel qui revient bien, on le voit. Hein, c'était un peu surprenant de le voir casser les 3 parce que ça semblait être un niveau dans lequel elle se maintenait au niveau du range qui permettait de rebondir. Finalement, elle a cassé un peu violemment et puis elle le recasse à la hausse aussi violemment, hein, quasiment. On a fait une reprise en V sur le gaz naturel. Donc on revient ici, il y a le froid aussi, donc il y a les stocks qui vont commencer à s'amenuiser et qui vont devoir être refaits. Donc le gaz naturel va en profiter. Voilà, on revient sur des niveaux intéressants. Maintenant, on ne les a pas encore cassés parce qu'on retourne à la case départ un peu sur le gaz naturel entre les 3 et les 3,7. Il faudra attendre un peu plus, mais déjà on évite un peu la catastrophe en s'embourbant encore sur des prix qui valent quasiment plus grand chose. Donc là c'est un peu mieux sur le gaz. On revient à Ruby. Au-dessus de la moyenne à 200, donc c'est parfait, hein, au-dessus de tout, au-dessus des Bollinger, on est même en surachat à 74. On peut espérer des grosses journées hein, quand on est comme ça en surachat au-dessus des 70. On espère quoi les gros chandeliers, les chandeliers qui font 2-3% ou plus, qui nous rapprocheraient de notre objectif à 25-18, sur lequel on pourrait avoir peut-être des prises de bénéfices hein, et puis un début de retour peut-être un peu plus bas, peut-être ici. Hein. Sur les 23, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Ruby? C'est ça. C'est une construction lentille, une grosse journée, hop, une construction. On vient tester là. Et puis là, un peu prise de bénéfice. Et on revient où? Peut-être un pullback ici. Hop, sur les 23,2. Donc elle reviendra ici. Elle reviendra ici en attendant la moyenne à 200 qu'on voit ici. Elle continuerait de monter. Et hop, ici, les deux se croisent, hein, la moyenne à 200 et le cours qui reviendrait a priori peut-être ici autour du mois d'avril. Et là ça vaudrait le coup d'acheter parce que derrière, hop, elle repart à la hausse, elle attaque ici et elle casse et elle continue sa séquence haussière. Donc ça peut être un scénario sur Ruby sur les prochaines semaines. Sartorius toujours en position, pareil, on est en train de travailler, on le voit, hein, cette moyenne à 200, on est tous les jours dessus, on la casse à la hausse, on la casse à la baisse, il n'y a pas beaucoup de volatilité, on reste toujours autour des 233, 240, hein, il se passe pas grand chose, c'est quand même intéressant. Alors c'est la première fois qu'on revient la tester depuis un moment, donc généralement, je le répète, hein, quand on revient tester la moyenne à 200 depuis un moment, c'est un échec. Donc là, on l'a vu, hein, elle arrive quand même à la dépasser, elle repasse en dessous. C'est plutôt fort quand même ce que nous fait Sartorius. On aura peut-être aussi, on peut faire le scénario pareil, hein, une fin de consolidation ici, avec hop, une phase de congestion. Et puis quand on sera sorti de la phase de congestion sur le support ici à 220, hop, on casse ici et puis ça relance quelque chose plutôt aussi vachement favorable sur Sartorius. C'est peut-être aussi une action sur laquelle vous pouvez investir maintenant. Qui a des chances de bien performer, puisqu'on voit hein, depuis qu'elle a cassé ici son oblique de correction autour du 15 décembre, on continue de s'éloigner de l'oblique rouge. C'est l'oblique qui descend ici. Hop, c'est celle-là qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Hop, on a cassé ici. On casse. Et puis après, on se maintient au-dessus. Donc plutôt très fort. Téléperformance, j'ai déjà fait. Thales, on l'avait dit hier, confirmation. On casse la figure, très positif. Aujourd'hui, elle fait plus 2%. Elle dépasse aussi les 140, 99. Les 141 qui faisaient un peu obstacle. Très favorable sur Thales. Donc c'est pareil, hein, pour du moyen terme. C'est le moment de se placer sur une valeur en rapport avec la défense.
Uranium Royalty, grosse journée, hein, plus 15% aussi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux dernières fois où elle est venue buter ici sur les 3,06, on l'a vu, hein, c'est une grosse zone de résistance, les 3,06, parce qu'à chaque fois, dès qu'on l'a tapé, après, ça signifie un peu des prises de bénéfices, et puis c'était un peu compliqué. Mais là, qu'est-ce qui change? Bah, c'est ça, c'est le gros gap. On a fini la journée, alors même pas de mèche haute. On a fini la journée sur le plus haut, hein, hier. Ça veut dire qu'en cours de séance, on a acheté, acheté, acheté et personne n'a vendu sur la fin. Donc ça, déjà, c'est un signe de force, hein. Pas de mèche haute. Un cours qui va vers le haut. Derrière, un gap. Hop, un gap d'environ 5%. Alors qui a été jusqu'à 4%, hein, en cours de séance. Mais on ne l'a pas comblé, il reste 4% de gap. Donc c'est relativement important. Derrière, on va chercher cette résistance à 3,06, mais peut-être avec plus de force. On a aussi cette oblique RSI, hein, j'en parle souvent, l'oblique RSI qui précède les cours. Bah là, on l'a pété assez fortement. On est à 67 à un niveau RSI. On va peut-être aller dans le surachat, peut-être pour faire une séquence incroyable en cette fin janvier. Ça serait intéressant. En tout cas, cette zone ici de gap nous donne plutôt une zone de force. Si c'est pas le cas, si on a le début de la semaine prochaine un travail ici et puis peut-être un retour, il faudra peut-être alléger sur Uranium Royalty. Parce que ça fera un échec, deux échecs, trois échecs et elle aura du mal. Par contre, euh, moi je suis plutôt favorable parce que regardez les volumes. Les volumes aujourd'hui, et puis la journée elle n'est pas finie, hein. Les volumes ils sont énormes. On va taper peut-être les plus hauts volumes, hein, depuis beaucoup de temps, depuis longtemps. C'est plus français. Et, euh, et voilà, donc c'est à surveiller ces prochains jours. Mais on pourra se servir peut-être des 3,06 comme support ces prochaines semaines. Walt Disney est très favorable aussi, hein, si vous voulez investir aux États-Unis. Il y a pas mal de valeurs, notamment les techs, mais les techs, on en parle souvent. Walt Disney, elle a une configuration superbe, hein. Le W, le gap haussier, le support résistance ici sur les 90, avec un nouveau gap. Cette fois, on vient le combler. C'est le gap sur la moyenne à 200. C'est toujours les petits pointillés roses. La phase de congestion. Qu'est-ce qu'on attend? La perte de volatilité. Et puis enfin, la cassure ici de l'oblique. Ce sera le dernier signal qui nous confirmera la hausse de Walt Disney. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on arrive peut-être bientôt à la fin de la consolidation. Alors on ne revient que maintenant sur la ligne des zéros, hein. Généralement, il faut attendre au moins de revenir sur la ligne des zéros. On peut même attendre un peu plus qu'ils reviennent en territoire négatif. Ça va dépendre un peu du temps qu'on va avoir ici de cette phase de congestion. Mais sur Walt Disney, c'est graphiquement, c'est super. On attend juste, oui, la confirmation. C'est quoi? C'est ça. Hop, hop, hop. Le jour où on vient casser cette oblique rouge là, c'est le dernier signal de validation d'un mouvement haussier sur Walt Disney. Et puis on attend aussi l'inversion de tendance et le retour des istos verts. Ça devrait tout ça aussi se mettre en place pour confirmer, hein, toutes les belles choses qu'on dit sur Walt Disney depuis des jours. Et puis Xpeng, il y avait un petit gap aussi ici depuis le mois de juin, donc c'est un gap qui datait depuis plus de 6 mois. On l'a comblé aujourd'hui. Alors malheureusement, hein, c'est un peu à la baisse. C'est les voitures électriques et hybrides, hein, sur le marché chinois. Il y a BYD qui s'en sort un petit peu mieux. Mais sur Xpeng, hop, il n'y a plus de gap. Moi j'aime bien, hein, on a comblé un gap, ça peut être intéressant. Alors il y a une deuxième phase de conso, hein, comme souvent. On est un peu plus négatif ici parce qu'on a cassé ici cette moyenne à 200. Mais si on dézoome, on voit qu'on a toujours les moyennes les plus longues haussières. Et puis on surveillera sur tout ça, hein, l'oblique RSI. Le jour où on revient à la casser, ce sera intéressant. Et si le marché chinois se réveille, parce que pour l'instant, on en l'a vu, hein, en début de vidéo, le marché chinois ne fait que descendre, a un peu de mal. Le jour où il va se réveiller, de toute façon, il y a un potentiel énorme à la fois sur le marché domestique et sur le marché extérieur pour les ventes de véhicules électriques. Et on a tout le parc automobile qui doit se renouveler et les thermiques sont appelés probablement à disparaître. Donc on aura des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Et Xpeng devrait avoir quand même sa part du lion. Donc moi je reste dessus et puis je suis
dans une optique moyen-long terme hein, sur Xpeng, s'il continue à descendre, tant pis, je rechargerai éventuellement. Mais c'est une valeur que j'aime beaucoup et qui, je pense, fera à un moment ou à un autre une année exceptionnelle. Donc, on a ici cette belle zone hein, sur l'oblique RSI. Et ce début ici, on n'est toujours pas en survente. Hein. On est au-dessus des 30,1. Là, on n'est pas loin. Mais c'est peut-être la fin, on espère, de la chute. Hein, parce qu'en ayant comblé le gap, on peut espérer quoi? Travailler ici sur les 11, 8, 12 et repartir enfin vers le haut. Et puis rapidement, il y avait peut-être quelques valeurs du portefeuille bis. FDJ, on n'a toujours pas le signal, hein, on surveille. C'est peut-être pour bientôt. Même pour très bientôt, parce qu'on peut avoir la cassure ici de l'oblique RSI ou l'inversion de tendance niveau MACD. Pour l'instant, elle travaille le support intermédiaire. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille peut-être un peu plus bas hein, pour confirmer peut-être un excès sur les 32. Et puis à 32, je serai acheteur. JC2Co aussi, voilà une belle valeur à acheter. Si vous cherchez une action sur laquelle se mettre tout de suite, JC2Co, on le voit, elle travaille depuis un moment ici au-dessus de sa moyenne à 200. Elle a fait quelques mèches basses. Une belle journée, c'était mercredi dernier. Elle est orientée dans une phase de retournement hein, depuis ici, depuis le 9 novembre, où elle casse sa tendance baissière, elle va chercher la moyenne à 200, elle accumule au-dessus. Généralement, ce qui se passe après, c'est qu'on a la confirmation en allant chercher les niveaux. Ceux-là, normalement, hein, hop, c'est les 20,9 et les 19,5 qui devraient être les objectifs de JC2Co à court terme. Nexity aussi, on se rapproche ici, on va zoomer. Toute cette zone-là, on va la mettre en orange. Hop. Cette zone-là hein, qui devrait être travaillée, et si elle est cassée à la hausse, on va dézoomer. On le voit mieux ici. C'est une grosse tendance baissière avec des rebonds. Et pour l'instant, les rebonds, à chaque fois, ils sont sanctionnés par le marché. Et le jour où ils seront plus sanctionnés par le marché, mais où ils seront achetés, bah, retournement de tendance pour Nexity. Donc c'est ça qu'on va surveiller. Avec une alerte. Et le jour où ça viendra casser, bah, se mettre en position. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi hein, ce que vous en pensez en commentaire et puis quelles actions vous suivez, pourquoi aussi vous les suivez et qu'est-ce qui vous intéresse sur les valeurs que vous proposez. Et on en discutera en graphe et en commentaire. Bon trade, à plus!